Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 8 mars aujourd'hui. Je pense que vous serez très nombreux à nous écouter puisqu'il y a des kilomètres d'embouteillage un petit peu partout en France. Les trains, les transports publics sont toujours très perturbés. Les Français sont malgré tout retournés au travail, ce qui fait que nos amis en studio sont arrivés, pour certains d'entre eux, juste sur le fil, sur le gong. Alexis Poulain, lui, était là beaucoup plus tôt, puisqu'il est là le mercredi matin pour son édito politique, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis. Bonjour. Sophie de Menton est arrivée en vélo, il y avait même des embouteillages à vélo. Ah, j'ai jamais vu ça. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexandre Malafaille a cru qu'il n'arriverait pas, mais il est arrivé, président du think tank Sinopia. Bonjour à vous. Valérie, bonjour à Et tous. Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, et vous êtes également enseignante. Merci à tous d'être là. Donc Donc en grève. Donc en grève. Non. Ah oui, mais pas en grève. LR aussi sont en grève. Pardon. Ils sont pratiquement en grève à l'Assemblée nationale. Vaudrait mieux d'ailleurs. Ne commencez pas. Je voudrais juste faire remarquer quand même qu'hier, qu'il y avait encore une fois le service public de l'audiovisuel qui était en grève. Oui, France hallucinant. Inter, France Info, personne à chaque fois, enfin moi je le dis à chaque fois, mais vous remarquerez que toutes les autres radios fonctionnent, À nos sauf le frais. service public. Ah non, mais les À nos informés frais. sont donc en soutien complet. Donc l'émission, ça veut dire qu'ils sont en soutien complet à la Merci de grève. pas citer la concurrence. Ah, c'est pas de la concurrence, ça. Non, mais vous remarquerez, enfin, il y a quand même un truc avec le service public qui est effarant. Ça veut dire qu'on ne craint pas les licenciements, on ne craint pas. Non, Oui, puis ça veut dire que les mais- journalistes ont des. Alors qu'un journaliste, Non, en mais principe. ce qui se passe, c'est est pas neutre. forcément les journalistes, c'est que vous avez des Non, c'est le service techniciens, technique, surtout. c'est les services techniques qui sont en grève et qui empêchent la production Mais il faudrait des le Mais dire, ça empêche pas par ailleurs qu'il y ait des contrats de travail incroyables. On se rappelle Oui. les présentateurs des chiffres et des lettres qui étaient en ouais. CDD pendant Absolument. une vingtaine Vous faites d'années, pas enfin dire. ce genre de Ouais. choses. Donc ils se mettent en grève, mais peut-être qu'il faudrait se mettre en grève aussi pour leurs conditions de travail Absolument. parfois, et pas seulement pour à l'appel des centrales Donc, ils ne syndicales. contribuent pas à soutenir le mouvement parce que comme il n'y a plus d'informations, Absolument. ça fait forcément. si, parce qu'on met en boucle les manifs. Puis il y a les réseaux sociaux, oui, et oui. non, ça va, ouais. Manif en boucle. Non, je sais pas. À mon avis, c'est pas très astucieux trop sur le plan de la sûr. propagande entre guillemets syndicale ou anti-réforme des retraites, c'est pas très malin. Manifestation record, semble-t-il, hier, mais la France n'était pas à l'arrêt. Gabriel Attal dit ce matin. Alors, est-ce que ça va être pris comme de la provoque? Il juge que la France n'a pas été à l'arrêt. C'est une bonne nouvelle pour les Français. On va parler de cela. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit rencontrer les syndicats? La porte est plus couverte. Alors, je ne sais pas comment elle peut être plus couverte, a dit ce matin Olivier Véran. Elle est défoncée peut-être. Quelle suite pour le mouvement, attention. Hein. Et puis, évidemment, Éric Dupond-Moretti, un ministre ne devrait pas faire cela. On parlera tout cela avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Sophie. Journée de la femme. Oui, alors d'abord, je oblige. voudrais présenter toutes mes excuses aux auditeurs. Je vais leur parler de nos règles, à nous les femmes. C'est la journée de la femme, donc je pense que c'est important. Mais comme c'est devenu une affaire d'État, je pense qu'on peut en parler. Donc c'est une affaire d'État, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau chèque. Donc je pense à ça, c'est un rapport aussi avec les grèves, parce qu'on dépense tellement d'argent que de toute façon, on ne va plus arriver à payer quoi que ce soit dans quelques temps. Et donc, on a décidé qu'on allait rembourser les règles, mais avec des protections périodiques non jetables. Je ne fais aucun commentaire, je laisse tout le monde écouter. Et c'est jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc j'en ai déduit qu'à 26 ans, les femmes étaient monoposées. Ouais. Ou alors avait fait fortune. Ouais. Donc ça, je vous laisse, c'est à vous de juger. Mais plus sérieusement, on peut toujours dire ah oui, mais la précarité. Je suis désolée, ça commence à bien faire là. On peut pas mettre des chèques sur tout, sur le covoiturage, le bois de chauffage différent du pétrole, différent des protections périodiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? En plus, c'est une intrusion dans la vie privée. Et je dirais, c'est la journée de la femme aussi. C'est une intrusion, je trouve, pour les femmes, parce que je sais pas, j'ai été probablement mal élevée, mais dans une forme de discrétion quand même. Et aujourd'hui, ça se couple avec la possibilité éventuelle d'avoir une journée de congé pour les règles. Donc j'imagine la réunion. Tiens, dis donc, t'es en retard là pour tes règles. T'es là aujourd'hui? Ou alors, elle est peut-être enceinte parce qu'elle est venue là. Elle s'est pas arrêtée ce mois-ci. Et en plus, on nous dit, il faudra demander aux médecins ce qui se passe. Les médecins, excusez-moi, il y en a même pas pour les AVC quand il y a un problème. Et là,
si on va voir les médecins pour nos règles. Et je voudrais quand même terminer parce que évidemment, il y a des femmes qui ont des vrais problèmes, qui sont des problèmes médicaux. Ça tombe sous le sens. Je voudrais également vous dire qu'en tant que chef d'entreprise, il m'est arrivé depuis des années et des années d'avoir des femmes qui effectivement étaient pas bien une fois par mois, qu'il n'y a jamais eu aucun problème, qu'elles arrivaient en me disant je rentre à la maison, ça va pas, et qu'il y a un moment où on va arrêter de se mêler de la vie des Français, on va arrêter de leur faire des chèques pour les assujettir, c'est insoutenable, et ça fait partie également de la journée de la femme. Alors ce sont les femmes qui les réclament, hein, nous disent. Oui, non, mais forcément, mais on va réclamer des chèques toute la journée, à tout. Alors, sur l'argent magique, bon, ça peut faire l'objet d'un autre débat. Néanmoins, moi, je trouve que la précarité menstruelle, c'est un vrai sujet. Je ne peux que me réjouir qu'on s'en empare. Il y a une vraie inégalité sur tous les territoires en France à ce sujet. Et nous, par exemple, à la région, Valérie Pécresse, la première, a mis en place un dispositif qui est vraiment très apprécié des lycéennes, avec des distributeurs de protection hygiénique qui sont donc fournis gratuitement. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections. Et voilà, que ce soit un sujet dont on parle ouvertement et dont les hommes doivent aussi s'emparer, je ne peux que m'en réjouir. Voilà. Écoutez, on ne parle pas de leurs spermatozoïdes. Oui, mais ça leur coûte pas exactement la même chose. Mais vous voyez, une entreprise comme Disneyland Paris, je trouve qu'hier j'ai discuté avec la PDG de cette entreprise, expliquait qu'ils avaient mis des protections périodiques à disposition pour les salariés et puis aussi pour des mais c'est le gens rôle de l'entreprise, on est d'accord. On arrête d'en faire un chèque d'État. Alors, non, mais sur l'argent magique, je suis d'accord. Néanmoins, il faut s'emparer de ce problème. On peut pas accepter. Non, mais Sophie, on ne peut pas accepter qu'il y ait des femmes en France qui n'aient pas les moyens et qui ne puissent pas s'acheter. Et le papier toilette aussi. Des protections hygiéniques dignes. Quand on n'a pas les moyens. Non, mais attendez. Je suis désolée, la précarité, j'ai un immense respect pour les gens qui n'ont pas les moyens de manger, de se nourrir, de se laver, etc. Je dirais que c'est absolument là, je pense, inadmissible. Et en plus de ça, alors je pensais, j'ai poussé le raisonnement jusqu'au bout parce qu'il y a les Tampax et les protections féminines. Bon, les Tampax, on peut avoir des accidents. Je vois très bien, puisque c'est l'État qui décide de mettre des Tampax à disposition, une plainte parce qu'il y a des infections et qu'on ne sait pas s'en servir. Non mais vous poussez les choses un peu. Oui, je pousse les choses à l'extrême. C'est vrai. Juste vous raconter, il y avait une collecte des Restos du Cœur samedi matin dans de nombreux centres supermarchés. Ils sont très en demande de protection. Et donc entre les petits pois, entre les petits pois et les pâtes, je dis à la responsable qui était là, enfin bénévole, je lui dis vous avez besoin de quoi? De pâtes, de petits pois, et elle me dit tout bas de protection périodique. On n'en a pas, les femmes sont dans un état de détresse absolue, donc je suis montée en chercher. Je comprends, donc voilà, je compatis. Je dis que c'est à la société civile de s'en occuper. C'est aussi bien. C'est aussi le rôle du politique de prendre pas ce avec des chèques, dossier-là. pas avec des chèques. Ça doit être aussi une volonté politique. Et pardon, j'aimerais juste préciser quelque chose. Il n'y a pas que des enfants. Sophie, il n'y a pas que les femmes qui sont en très grande précarité, qui ne peuvent pas s'acheter de protection. Il y a aussi des femmes qui ont une vie tout à fait acceptable sur le plan matériel et qui n'ont pas les moyens, absolument, parce que c'est quelque chose en plus. Si elles ont dit acceptable matériellement, elles peuvent équilibrer leur budget. Le seul point qu'on essaie quand même de faire progresser le confort, la sécurité, l'hygiène de chacun dans ce pays, dans un pays moderne, on ne peut que s'en réjouir. C'est plutôt une bonne chose. Avec des chèques d'État. Non, attends, le problème, à la limite, l'argent qui est à un moment donné un soutien, on décide, ça c'est un choix politique. Ce qui est terrifiant, c'est la complexité induite par chacune de ces mesures. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que derrière tous ces chèques, d'ailleurs on voit Bercy aujourd'hui n'arrive plus à fournir, si je puis dire, les chèques des dernières décisions qui ont été prises. Et il faut imaginer la complexité du processus pour dire ok, je vais aller chercher mon chèque pour les serviettes hygiéniques et puis demain mon chèque pour ça, etc. Ça, il y a quelque chose qui ne marche plus dans ce domaine-là. Peut-être qu'il faudra un jour être un peu raisonnable. Peut-être que le projet c'est le revenu universel, c'est la. Ah oui, mais j'aimerais mieux ça. Ça devient un pays communiste petit à petit. Ah c'est vrai. Ouais. Autre débat. Allez, 9h12, ça clôt le débat. On se retrouve dans un instant. Je reste avec vous. Non, mais voilà.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue notre tour de table. Restons aujourd'hui en ce 8 mars. Moi, j'aime pas trop cette journée, je le dis chaque année, parce que ça a un côté un peu... Vous avez Etam qui fait la journée soutien-gorge et tout ça, l'aspirateur. Enfin bref, il y a un peu tout et n'importe quoi. Ça se donne bonne conscience. Je me souviens qu'on me disait, on va faire un plateau de femmes pour le 8 mars. Bah non, on ne fait pas un plateau de femmes pour le 8 mars. Et moi, je suis très contente parce qu'il y a des hommes qui se trompent et on m'envoie des fleurs quelquefois. Oh, formidable. Pour la journée des droits des femmes. Et malheureusement, ils commencent à comprendre que c'est plus... On continue. Alexandra, puisque vous, ça concerne un homme qui a beaucoup fait pour les femmes et qui continue de faire beaucoup. Oui, alors moi, en cette journée des droits des femmes, je voulais que mon coup de cœur soit consacré à un homme, parce que je pense que la défense des droits des femmes doit se faire avec les hommes et pas contre les hommes. Et donc, je voulais vous parler de Denis Mukwege, qui a été mis en lumière récemment parce que Emmanuel Macron l'a rencontré à l'occasion de sa tournée en Afrique. Voilà donc un tournée triomphale. C'est encore un autre sujet. Oui, un autre sujet. Donc, ce médecin a fait ses études en partie en France. Il fait partie de cette élite africaine qui est rentrée au pays pour le servir, alors qu'il aurait pu continuer à avoir une vie confortable aux États-Unis ou en Europe. Il faut le saluer. Et à l'occasion de la guerre civile au Congo, il a été profondément choqué par les femmes violées et mutilées, puisque nous savons que les mutilations sexuelles et les viols partout dans le monde commencent à être une arme de guerre. Et il s'est spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de viols. Il a donc fondé l'hôpital Ponzi à Bukavu. Et il est donc l'homme qui répare les femmes, et il va au-delà de la médecine puisqu'il les aide aussi dans la défense de leurs droits et de leur situation professionnelle. Il les aide aussi dans la prise en charge juridique pour justement déposer plainte contre leurs agresseurs. Il a été maintes fois menacé, c'est quelqu'un qui vit sous protection policière, et il a reçu de nombreux prix, dont celui... le plus grand, le prix Nobel. Voilà. Surtout lutter contre l'excision et travailler beaucoup à la réparation de ces femmes. Voilà, parce que l'excision, ça reste un sujet partout dans le monde. Un sujet, même en France. C'est plus qu'un sujet. De le rappeler. Oui. Et il incarne le courage quotidien, le courage d'un homme qui aide les femmes au péril de sa vie. Et j'ai trouvé que en cette journée, lui rendre hommage, voilà, c'était important de parler de cet homme qui est tout à fait exceptionnel et. Non, mais allez découvrir son action. Oui, allez vraiment découvrir son action et. Voilà, il est vraiment Denis Mukwege, merveilleux. Qui travaille avec, autre coup de cœur pour la grande duchesse du Luxembourg, qui a monté une association qui s'appelle Stand Up and Rise, qui s'est mobilisée contre le viol comme arme de guerre. Et là aussi, c'est un sujet qui concerne. Et puis moi, je voulais faire un coup de cœur pour ce livre-là, 125 et des milliers. C'est un livre auquel j'ai participé, donc je suis bien placée pour en parler. C'est paru chez HarperCollins. C'est un livre qui a été voulu et imaginé par Sarah Barouk. Et en fait, 125 et des milliers, ce sont ces 125 femmes qui ont été tuées par leur conjoint l'année dernière. Et elle a demandé en fait à 125 femmes, journalistes, médecins, écrivains de la société civile, d'écrire un texte sur ces femmes qui sortent du fait divers en fait qu'on a en quelques lignes dans un journal. Et elle est allée rencontrer toutes les familles de ces femmes. Elle nous a transmis ces enregistrements. Et à partir de là, on a chacune imaginé un texte qui raconte ces femmes, plus raconter les femmes que le meurtre dont elles ont été victimes. Donc, j'ai vu beaucoup de publicité d'ailleurs avec une photo de toutes les femmes qui ont écrit. Absolument. Salomé, elle avait 21 ans, elle était étudiante en sociologie. Marie-Alice, elle était chercheure en biotechnologie. Myriam, 37 ans, elle était championne d'équitation. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas que dans les milieux défavorisés. Et c'est vraiment un très beau livre que je vous encourage à lire parce que ça raconte la vie de ces femmes qui étaient des femmes
que vous rencontrez au quotidien et qui, hélas, ça continue. 26 femmes depuis le début de l'année, on est début mars. C'est terrifiant et pardonnez-moi de faire justement à ce propos une aparté. Nous avons au mouvement éthique que je préside dédié cette journée des droits des femmes aux femmes iraniennes. Parce que vous parlez des femmes qui sont tuées par leur conjoint. Ce qui se passe en Iran est insoutenable. Je trouve que nos féministes devraient en parler tous les jours. Que nous sommes Hélas, les elles femmes sont un peu absentes. Très absentes. Et que nous sommes quand même les femmes, l'égalité la meilleure au monde, sur certains plans. Que nous sommes en France des femmes heureuses et respectées. C'est vrai qu'il faut progresser complètement sur tous les plans. Et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en Iran, et alors c'est un mouvement patronal qui a dédié cette journée aux femmes iraniennes. Pourquoi ? Parce qu'on n'éduque plus les petites filles, outre le fait qu'on les gaze, qu'on les tue, qu'on les viole, ça c'est terrible, mais on les éduque plus, et on s'est dit que c'était toutes ces femmes entrepreneuses qui n'arriveraient jamais, qui ne seraient jamais à la tête d'entreprise, donc on a pensé que c'était une façon de voir ça. On aurait pu faire une émission entière consacrée à rendre hommage à celles qui font pour les femmes, parce que oui, les femmes iraniennes, mais vous allez voir un documentaire sur LCP sur les femmes afghanes. Ah, mais je sais, j'ai choisi iranienne. Elles sont effacées de la société. Elles sont effacées de la société. Et on va recevoir la réalisatrice vendredi. Il y a quelque chose de gênant en France, quelquefois, quand on se regarde le nombril, nous femmes, par rapport à la situation de ces femmes dans le monde. Dans le monde, voilà. C'est terrible. Chacun progresse en fonction de son niveau. C'est vrai, absolument. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Sinon, il n'y a plus de progrès. Mais on le fait aussi. Alors, parfois à bas bruit. C'est-à-dire qu'en France, on efface les femmes autrement. Par exemple, en volant les découvertes, en les effaçant du champ. La grotte Chauvet, par exemple, c'est la première qui est rentrée dans la grotte, c'était pas Monsieur Chauvet. Pareil pour certaines. Marie Curie et d'autres chercheuses. Donc c'est une autre façon d'effacer les femmes dans l'histoire. Allez, on continue. Alexis Poulain, vous c'est un coup de gueule. Vous avez deux coups de gueule. C'est aussi un hommage rendu à une femme aujourd'hui, Agnès Buzyn, qui est décorée de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, ex-ministre de la Santé, qui, on se rappelle, avait fui pour faire la campagne de la mairie de Paris. Et il y a un étrange parallèle entre cette décoration remise à Madame Buzyn et au Royaume-Uni, l'ex-ministre de la Santé qui est pris dans les lockdown files, ces dossiers sur les confinements, où on se rend compte que la gestion du Covid a été totalement improvisée, chaotique et manipulatrice, dans le sens où il ne s'appuyait pas vraiment sur des chiffres, il cherchait simplement à faire peur pour être sûr qu'il faisait en sorte de montrer qu'il faisait quelque chose, alors qu'il n'avait aucune compétence réelle ou même un savoir sur ce que s'il faisait était juste ou non. Et je trouve que ce parallèle, il est choquant, parce que d'un côté, on a un ministre de la Santé qui risque peut-être un procès où les choses commencent à se dévoiler, où on commence à se rendre compte de ce que ça a été. Et en France, on fait comme si cet épisode-là n'avait pas existé. Olivier Véran est porte-parole du gouvernement, il est toujours là pour dire à peu près tout et son contraire, comme il le faisait d'ailleurs à l'époque Covid. Et on a l'impression qu'en France, on n'aura pas les lockdown files, malheureusement. On n'aura pas les dossiers sur ces confinements, alors qu'il y aurait de quoi dire. Rappelons-nous quand même que la veille des confinements, Emmanuel Macron et son épouse allaient au théâtre et encourageaient les Français à aller au théâtre avant de tout fermer. Et aller voter. Enfin bref, c'est une pandémie qui a quand même surpris tout le monde aussi. On peut se gourer, mais on n'a pas. Ils auraient bien fait d'ouvrir le théâtre par la suite. Mais bien sûr, et d'une et de deux, on peut se gourer, mais on n'a pas à manipuler l'opinion publique de la façon dont l'a fait Matt Hancock, le ministre de la Santé britannique. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé en France. Et en France, c'est là où Emmanuel Macron est brillant, puisqu'il a choisi de prendre les conseils de défense et de mettre tout sous le sceau du secret défense. Absolument. Tout ce qui a été dit est donc inaccessible au commun des mortels, parce que c'est le secret défense. Et ça en dit long sur ce qui s'est passé et sur le degré de manipulation, sans doute, qui a été de part et d'autre de la Manche dans cette histoire Covid, malheureusement. Alors je dis pas, ils savaient pas quoi faire, il y avait la sidération, mais à un moment, quand on a vu le déploiement de force totalement disproportionné pour empêcher les gens d'aller se balader en forêt, il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Non, mais ça, c'est ça, pardon d'insister un peu, c'est vraiment très préoccupant que dans une démocratie qui se targue d'être à la pointe du modèle, ce qui est un peu la France, où on parle d'état de droit, de pays des Lumières, etc., qu'on ait décidé effectivement d'enfermer dans un conseil de défense pendant presque 2 années l'intégralité des décisions qui ont été prises. Il n'y a aucun éclairage public, et celui qui parle est passible de 8 années de prison. Donc évidemment, ça dissuade légèrement la prise de parole de ceux qui ont participé à ces conseils de défense et qui pourraient dire oui, mais en effet, ou qui diffuseraient un document. Donc c'est un vrai sujet. Sans compter la distribution de Légion d'honneur à Tire-Larigot. Oui, mais qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir. Dans un pays démocratique, c'est un énorme sujet. Et sur la Légion d'honneur, là, moi je suis absolument d'accord, il y a un dévoiement de cette institution. Et c'est marrant parce que là encore, c'est un revirement. Mais c'est ce que j'allais dire.
si je peux finir une phrase, chère Sophie, voilà, il avait exactement pris le contre-pied de ce qu'il fait maintenant en disant moi je serai exemplaire, moi je vais arrêter de distribuer à tour de bras, on va être un peu plus sérieux dans cet ordre qui est quand même un ordre qui vient de Napoléon, voilà. Et puis finalement il en a distribué autant que ses copains et il arrose un maximum son entourage, quoi. Et ça c'est une espèce de dévoiement. C'est pour ça qu'après les gens croient plus dans la politique et qu'ils regardent de manière très sévère les gens qui nous gouvernent. On va en reparler évidemment avec Dupond-Moretti et ses bras d'honneur. À tout de suite sur Sud Radio. Légion bras d'honneur. Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on va revenir sur la mobilisation hier. La France n'est pas à l'arrêt, c'est une bonne nouvelle, a dit Gabriel Attal ce matin. Je suis pas sûre que c'était la phrase qu'il fallait dire exactement. Non, mais moi je ne suis pas sûre que M. Attal devrait s'exprimer, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il parle, je crois qu'il amène encore plus de manifestants dans la rue, quoi. C'est absolument dingue d'être aussi déconnecté de la réalité d'un pays. Ouais. Je comprends pas. Il faut peut-être que quelqu'un prévienne M. Attal qu'il y a aussi une France qui va mal, parce qu'il ne s'adresse exclusivement qu'à la France qui va bien. Il ne faut pas compter sur son chef pour le faire. Il ne faut pas compter sur son chef pour le faire. Ils sont comme Moi, je suis désolée, je remercie tous les Français aussi qui sont allés bosser aujourd'hui à mon bureau. Bravo. Absolument, mais c'est pas le sujet. Ouais. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est M. Attal. C'est la communication. Voilà, qui de façon systématique a des propos méprisants et complètement décrisants. C'est ce que j'allais dire. Alexandre, voilà, vous aviez un coup de cœur que je ne vais pas zapper. Même si la journée de la femme, il faut aussi que les hommes s'expriment. Elles sont plus bavardes que les hommes. Alors, ça, surtout de ce côté du plateau. Allez-y, c'est sur la commission parlementaire. Oui, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été installée à l'automne dernier et qui cherche à établir les raisons, on parle bien des raisons de la perte de souveraineté et d'influence et d'indépendance énergétique français. Les mots ont un sens, on parle bien des raisons. Ils ont acté le fait qu'on avait perdu notre indépendance et notre souveraineté. Il y a 2 députés qui s'occupent de cette commission, notamment le député de la circonscription de Fessenheim. Donc il y a un travail assez remarquable qui a été fait d'audition. Alors il faut aller voir, tout ça c'est en disponible sur internet. Alors ils ont eu Ségolène Royal qui ne se souvenait plus ce qu'elle avait dit. Ils ont eu Nicolas Hulot, Dominique Voynet. Nicolas Hulot qui a dit qu'il n'avait pas eu le dossier. Oui, c'est ça. Voilà, absolument. Ils se sont tous contredits. Ils ont fait preuve d'un déni, de mensonges, d'amnésie. C'est invraisemblable d'assister à ça. Et en fait, on comprend petit à petit que tout le fondement de la stratégie énergétique française, et notamment qui a visé à la mise à l'arrêt pratiquement, en tout cas la volonté de mettre à l'arrêt le parc nucléaire français et de dire voilà, ce sera moins 50% d'énergie nucléaire à horizon 2025, 2035, on va fermer Fessenheim, etc. Tout ça, ça a été pris sur le coup du dogme, de l'idéologie. Dans le cas de Fessenheim, c'est Madame Borne qui est aux affaires aujourd'hui, qui a quand même expliqué que il fallait en choisir une. Donc ils ont pris Fessenheim au hasard. Donc ce qui explique effectivement que le député de la circonscription s'en émeuve. Non mais je veux dire par là que ce saccage, ce fiasco d'un des éléments qui nous rendait les plus indépendants qui soient, c'est-à-dire notre capacité énergétique à produire sans dépendre des autres, sans être mis sous tutelle des pays maintenant dont on dépend pour effectivement être approvisionné, et les conséquences économiques et financières que supportent maintenant les Français, tout ça, ça a été décidé par des gens qui sont toujours aux affaires. Faut juste le préciser. Les grands stratèges d'aujourd'hui sont aussi les grands stratèges d'hier. Et je pense qu'on devrait en tirer quelques leçons à minima, c'est que, il y a quand même, en principe, une relation entre le politique et le haut fonctionnaire, si on respectait le code de déontologie de la fonction publique, qui permettrait aux hauts fonctionnaires de s'exprimer, y compris publiquement, pour dire vous faites une erreur, c'est-à-dire le droit d'en remontrer et le devoir d'obéissance. Ce principe-là, il est bafoué, pourtant il est parfaitement théorisé, mais comme il y a derrière des sanctions et qu'il y a énormément, dans le dossier énergétique, il y a eu énormément de placardisation, c'est-à-dire de très hauts fonctionnaires qui ont tenté de dire attendez, vous faites une erreur sur le nucléaire, et on les a enfermés, j'en connais quelques-uns, dans des placards, parfois dorés. Non mais ça c'est dramatique, cette pratique du pouvoir du prince qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, maintenant on le paye très cher. Et deuxièmement, il y a un deuxième point qui devrait être parfaitement utilisé, et on devrait le revendiquer comme obligatoire et pas simplement comme un gadget, c'est les études d'impact. Parce que si on avait, il y a 15 ans, fait des études d'impact sérieuses pour dire simulons ce que vont donner les décisions qu'on s'apprête à prendre, on aurait peut-être vu qu'on était en train de faire des énormes conneries. Mais ça, et pour les entreprises. Et si on pouvait dire à nos gouvernants aujourd'hui, et là les Allemands font marche arrière sur un autre sujet que j'aime bien, qui est la fin du moteur thermique, les Allemands tout d'un coup viennent de mettre un grand coup de frein sur ce grand chantier, se rendent compte que c'est catastrophique potentiellement pour leur économie surtout. Exactement. Mais nous on n'est pas parti pour cette dynamique là, c'est ça qui est fascinant. Donc à un moment donné faire des études d'impact et laisser parler les experts, et à un moment donné chacun son boulot, ce serait bien qu'on en tire quelque chose. Sauf si on les écoute pas. Non mais après, qu'on les écoute pas, à un moment il faut bien trancher. Mais quand on fait suffisamment bien son boulot et qu'on prend les vrais avis et qu'en plus on fait des simulations, normalement on prend pas trop de décisions complètement délirantes. Non mais je crois que un des graves problèmes de la France, c'est qu'elle est aux mains des énarques depuis trop d'années et que ces gens-là ne gouvernent pas dans l'intérêt de la nation.
construction européenne. On parle de l'AREN. Toute la construction européenne se fait à l'inverse des intérêts nationaux. On a démantelé EDF-GDF, un secteur stratégique de l'énergie, pour faire plaisir à nos partenaires allemands qui n'en ont rien à foutre. Eux, par contre, utilisent l'Europe pour leur intérêt propre et personnel. Vous avez vu le vote hier contre les voitures thermiques? Oui, mais parce qu'ils savent très bien que si on arrête à 2030 les moteurs thermiques, leur économie s'effondre. Ils vendent de la voiture. Et en plus, faire ce choix-là de l'électrique, c'est faire encore un cadeau à la Chine, puisque ceux qui sont propriétaires des terres rares et gros producteurs de batteries et donc de voitures électriques. C'est-à-dire qu'on lance une filière qu'on n'a pas, donc on offre une filière aux Américains et aux Chinois. Enfin, à un moment, la vraie question, et je vais mettre les pieds dans le plat, c'est la construction européenne. Cette Union européenne qui fait n'importe quoi et qui nous dézingue. Année après année. Alors après, je pense qu'il faudra donner des tranquillisants ou des euphorisants aux auditeurs, mais pour en rajouter, parce que c'est désastreux comme tableau, et c'est vrai. Et les études d'impact, je voudrais revenir dessus, c'est tellement important. Tout simplement sur ce qu'on impose aux entreprises. Les études d'impact, s'ils se rendaient compte à quel point ça a empêché de recruter, ça a empêché les PME de devenir grandes, avec les effets de seuil. J'ai redonné à Bercy un rapport sur les effets de seuil qu'on a travaillé. Ils n'ont même pas regardé. Le mépris. Alors, je suis présidente d'un mouvement patronal. J'ai été à Bercy, je le dis, voir la directrice de cabinet il y a quelques jours, avec le grand spécialiste en particulier du nucléaire. Je suis scotchée de voir la certitude qu'ils ont d'être dans leur bon droit, d'être les seuls à savoir et de ne pas du tout vouloir écouter ce que les entreprises font. Bien sûr. On est en train de bosser pour utiliser les seniors. On bosse partout. Ils n'écoutent rien. Et c'est des choix idéologiques. Déconnectés des réalités, des gens qui ne connaissent pas la réalité de l'entreprise, des gens qui ne connaissent pas les réalités de pays. Rapprocher de la réforme des retraites. Pareillement. Pardon, juste un instant, l'étude d'impact de la réforme des retraites, elle est sortie en même temps qu'on présente la loi au Parlement. Et les conséquences qui sont parfaitement indiquées, qui sont négatives, elles ne sont pas prises en compte dans le projet de loi. Voilà. C'est hallucinant. Non, mais c'est hallucinant. Alexandra Spinner. Non, mais pour illustrer tout ce qui vient d'être dit, j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir ces débats et ces échanges sur Public Sénat, je crois, de cette commission, parce que c'est totalement lunaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un gag. Il faut écouter Montebourg. Montebourg, alors... Et Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, non mais l'audition de Nicolas Hulot, où il est là, oui, alors j'hésite entre Montebourg et Nicolas Hulot, avec sa collaboratrice, qui est obligée de reprendre... C'est Hulot, qui se défausse en disant, peut-être tu l'as vu le rapport, mais moi je crois pas. Qui lui dit, oui, le rapport tu l'as vu. Mais ça, il faudrait effectivement que l'état du pays, je trouve ça terrible. Mais c'est scandaleux. Quelle image ça donne de... C'est comme ça sur quasiment tous les dossiers. Oui. De notre pays. Ne vous trompez pas, c'est comme ça sur quasiment tous les dossiers. C'est ça qui est dramatique, c'est pour ça qu'on va aussi bien. Mais est-ce qu'on est les seuls? Non, mais alors, essayons de nous comparer. Est-ce que vraiment... Non, je parlais de la Grande-Bretagne. Elle s'en tire, elle remonte. Vous allez voir qu'elle s'en tirera. C'est compliqué. C'est compliqué aussi. Vous avez des pays qui s'en tirent mieux parce que l'équilibre des pouvoirs est mieux respecté. Les check and balance à l'américaine, par exemple, s'en tirent mieux. Et deuxièmement, parce qu'à un moment donné, il y a des pays qui, quand ils prennent des décisions, regardent quand même l'horizon. Voilà. Et leur intérêt propre. Et puis il y a quand même les Français. Non, mais ils regardent l'horizon, je veux dire par là qu'ils ne prennent pas n'importe quel type de décision au risque de s'abîmer. Sur nos intérêts et l'intérêt des Américains, pour ça, sont très intéressants à observer. Est-ce qu'on parle d'Éric Dupond-Moretti hier à l'Assemblée nationale? C'était à l'Assemblée nationale. Bras d'honneur après une intervention d'Olivier Marleix qui lui avait déplu puisqu'il soulignait qu'il était mis en examen. C'est un geste, je ne sais pas s'il a été filmé normalement. Non. Alors, ils ont demandé à ce que... Je crois qu'Olivier Marleix a demandé à ce que les images soient ressorties. Et donc, écoutez ce qu'a répondu Éric Dupond-Moretti quand il a été pris sur le fait. Je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen. Je ne suis pas condamné. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. C'est bien vu, il a bien répondu, il a bien réparti.
Moi, j'aimerais quand même rappeler. Il n'est pas avocat, il est ministre, c'est ça le problème. Oui, voilà, on est bien d'accord. Moi, j'aimerais rappeler quand même une chose, c'est qu'Olivier Marleix n'a pas mis à mal sa présomption d'innocence. Il a simplement rappelé qu'il était mis en examen. Et pardon, mais un garde des Sceaux mis en examen, ça n'est pas ordinaire. Je voudrais quand même rappeler que François Bayrou avait démissionné. C'était un autre temps, alors que son parti était mis en cause. Lui-même n'était pas mis en examen. Donc non, Olivier Marleix n'a pas bafoué la présomption d'innocence, il a simplement rappelé une mise en examen qui, partout dans le monde, étonne un peu. Il a rappelé 11 condamnations dans la majorité, 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de l'Élysée et celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale littéraire. Donc il n'a fait que rappeler. C'est un record. Ce niveau de mise en examen pour un exécutif en fonction, c'est un record. Nous avons Robert Badinter qui restera dans l'histoire comme l'avocat ministre de la Justice qui a aboli la peine de mort, et Éric Dupond-Moretti, avocat également, qui a fait 2 bras d'honneur au sein de l'émission. Il ne faut pas totalement s'étonner, c'est sa personnalité. Il est comme ça, il était comme ça dans les prétoires. Je l'ai vu comme ça dans les prétoires. Je l'ai vu, je suis allé assister un jour à un procès d'assises. Voilà, c'est une personnalité qui est totalement insoumise, qui défie de manière permanente l'autorité, qui supporte pas qu'on lui donne tort. Et bon, voilà, et il s'est lâché. Après, est-ce que vous avez vu Stéphane Guillon ? C'est-à-dire c'est complètement délirant. Il l'a appelé un dimanche après-midi pour le sermonner parce qu'il avait osé se moquer de lui. Non, mais je pense qu'on a un problème parce que quand un ministre est pris dans des affaires comme celle-ci, on voit bien que ça lui occupe une grosse partie du cerveau. Donc, est-ce qu'il est apte finalement à avoir la fonction ? Est-ce que c'est pas normal qu'il devrait se déporter et donc dire, dans le cadre de ma défense personnelle, je ne peux pas continuer d'être ministre ? Surtout qu'il voulait pas être ministre à la base. Du bon sens, surtout. Non mais voilà, c'est-à-dire que là, on voit bien que c'est un vrai problème de gouvernance en l'occurrence. Est-ce qu'on ne met pas très facilement alors, deux choses quand même. Est-ce qu'on ne met pas très facilement en examen ? Et deuxièmement, il a quand même... C'est terrible pour un ministre, un garde des Sceaux, mais il a tous les magistrats contre lui. Il est détesté. Donc, au sein de son propre ministère, on essaie quand même de lui tendre des choses trappes toute la journée. Alors, c'est pas. Non, je pense Sophie, que. Ah, quand même, si, c'est connu. Il a les magistrats contre lui parce qu'il les a méprisés aussi. Je veux dire, oui, son maintien en tant que ministre de la Justice est déjà un bras d'honneur à la magistrature. Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas le choix en lui-même du président de la République? Mais on a affaire au pire DRH de toute l'histoire avec Emmanuel Macron. Le casting de ce gouvernement est scandaleux. Dramatique. Et c'est voulu, c'est fait pour briser, pour diviser, pour faire en sorte que ce soit le bordel et la zizanie partout. Je suis désolé, celui qui fout le bordel dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. C'est pas les syndicats, c'est pas les députés de la FI à l'Assemblée, c'est Macron qui choisit la stratégie de la bordélisation permanente. Curieusement, je ne pense pas que ce soit complètement voulu. Mais bien sûr que oui. Quand on prend Éric Dupond-Moretti, on sait ce qu'on fait. Oui, Dupond-Moretti, je suis d'accord. Mais je pense à l'entourage direct, même les fonctionnaires, les directeurs de cabinet, Darmanin, les ministres. Je me demande si c'est voulu. Je pense que d'abord, il n'y a plus personne à mettre. Dans le cas d'Éric Dupond-Moretti, il y a un point, c'est que de toute façon, l'autorité politique a un problème avec la justice en France, avec les juges. Donc là, à un moment donné, je pense qu'Emmanuel Macron, pour toutes sortes de raisons, bonnes et peut-être moins bonnes, a choisi une personnalité qui allait justement ne pas être du tout complaisante avec les magistrats. Et c'est certain, parce que Éric Dupond-Moretti, dans son passé d'avocat et de grand avocat, de remarquable avocat, il a quand même obtenu une énorme quantité d'acquittements et il a une maîtrise de la procédure pénale qui est hors norme. Absolument. Et il a une maîtrise de l'art oratoire en plaidoirie qui est exceptionnelle. Ses dossiers sont très bien montés. C'est vraiment un garçon exceptionnel de ce point de vue-là. Et par contre, il était détesté des magistrats. Et donc c'est vrai que c'est un choix parfaitement fait sur la base d'événements connus. Et donc il l'a mis parce que justement cette relation allait être difficile et dans un contexte malheureusement, mais qui reflète tout le reste, dans un contexte où les situations sont extrêmement tendues, c'est des décisions qu'on a du mal à comprendre parce que les magistrats ont plus besoin qu'on travaille avec eux pour faire évoluer la justice et l'améliorer plutôt que de les prendre par le col de leur robe et puis leur dire ça va marcher comme ça. C'est très compliqué. On les a entendu ramer ce matin dans les médias. Il y a Elron Pivet qui dit il doit s'excuser, mais il s'est déjà excusé. Peut-il rester? S'excuser, c'est encore un espèce de tic de la société. Non, il est impératif qu'il faut qu'il s'excuse. Je comprends bien. Une fois qu'on a présenté des excuses, le geste reste. Le geste.
Donc restons d'accord. Mais j'aimerais rappeler quand même que lui-même avait dit à l'occasion d'une interview que personne n'aurait l'idée saugrenue de le nommer ministre de la Justice, car il serait un épouvantable ministre de la Justice. Je crois qu'il avait vu juste. Il était assez lucide de ce point de vue-là. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que un grand avocat qu'il est, c'est compliqué quand même de passer de l'hémicycle, de passer d'une cour d'assises à l'hémicycle. Je veux dire, l'Assemblée nationale, ça n'est pas la 17e chambre. Voilà. Et donc, on voit bien que les avocats qui ont fait des beaux parcours politiques sont aussi des avocats qui étaient déjà habitués au contact politique. Badinter, il était sénateur auparavant. Rachida était avocate. Oui, mais magistrate. Magistrate, absolument. Bon, peut-il rester? Doit-il rester? Doit-il partir? Il va rester. Mais il va rester. Rien ne le fera partir. Non, mais franchement, honnêtement, alors moi je me demande si la stratégie, puisqu'il s'agirait d'une stratégie d'Emmanuel Macron, parce qu'on est à un tel stade, y compris son attitude en Afrique, pendant que la France est en ébullition, je me demande si, de toute façon, s'il n'a pas prévu de partir. Je sais pas. Et en tout cas, je pense que ça fait pas. Je pense que le président de la République doit pas être très content de ça. Un auditeur me dit, ce sont des doigts d'honneur. Effectivement, on voit des doigts d'honneur qui circulent. Il y a des doigts. Alors, est-ce que les doigts sont Olivier Marleix ou pas? a demandé la vidéo à l'Assemblée nationale. Il y aura donc arbitrage avec vidéo. Oui, parce qu'on ne sait pas si c'est. Je dis à nos auditeurs, il faut quand même toujours se méfier des images qui peuvent être ressorties. C'est bien pour ça que la vidéo a été demandée par Olivier Marleix. À l'heure quand même où on donne des leçons à toute la classe de savoir vivre. La classe politique, de savoir vivre, de savoir se tenir, de savoir s'exprimer, je trouve quand même déplorable. Totalement déplacé. Si la classe politique avait fait de l'exemplarité un principe fondateur de son action, ça se verrait, ça saurait. Ça doit être un principe absolu. Oui, mais bon, moi, je crois à elle est l'exemplarité. bafouée depuis tellement longtemps. Pause quelques secondes. Il est 9h45 sur Sud Radio. Tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est prêts, nous, les Républicains. Avec vous, sur Sud Radio, le débat continue, même pendant la pub. On n'arrête pas de parler. Manifestation record hier. Quid de l'issue de la mobilisation? Une nouvelle journée est annoncée samedi. On voit qu'il y avait du monde hier dans la rue. Cela dit, dans un certain nombre de secteurs, il y avait moins de grèves également. Ce matin, donc, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit que la porte était plus couverte pour rencontrer les syndicats qui demandent à rencontrer Emmanuel Macron. Et moi, je m'interrogeais sur le silence d'Emmanuel Macron. Alors, Olivier Véran, ce matin, a dit il respecte le calendrier parlementaire, il respecte le débat à l'Assemblée, le débat au Sénat, et que donc, il n'a pas à s'exprimer là. Non, mais il n'a pas à s'exprimer. Moi, je suis d'accord. C'est le Premier ministre qui doit. Ça suffit. D'ailleurs, pourquoi il annonce lui-même, il en fait beaucoup trop. Quand il annonce lui-même, d'ailleurs, un vaccin pour les jeunes femmes, c'est n'importe quoi. Il y a un ministre de la Santé pour ça. Donc il la boucle. C'est étonnant qu'il la boucle sur ce sujet-là, justement. Ça, c'est pas faux. C'est tout le sujet. Voilà. C'est pas faux. Parce qu'il l'ouvre tout le temps sur tout et n'importe quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté de se taire et d'envoyer Elisabeth Borne, Olivier Dussopt en prendre plein la tête et se cacher derrière eux. C'est juste du cache-cache. Avec en plus aujourd'hui la cérémonie pour Gisèle Halimi qui est critiquée par son fils même en disant on n'y participera pas parce que c'est de la récupération. Enfin, tout est maladresse, tout est mauvais timing. Cette réforme des retraites, elle arrive évidemment au pire moment avec l'inflation, avec toutes les incertitudes qu'il y a, et on voit qu'il s'enferme dans ce truc-là en disant c'est ma légitimité, c'est mon autorité, on s'en fout, on y va, même si à la fin la réforme n'aura plus rien à voir avec ce que c'était. Et donc il y a un vrai problème de gouvernance. Je suis désolé, les syndicats ont raison de dire que c'est un problème démocratique, ce silence présidentiel. Si on parle de gouvernance, on peut vraiment se demander mais quelles sont les leçons qu'ils ont tirées de leurs premières années d'exercice du pouvoir. On a l'impression qu'ils n'ont rien appris. Il leur faut quoi? Il leur faut quoi pour comprendre que le pays est dans un état de division, de fracture, d'opposition. Voilà, tout est inflammable. Et on a l'impression qu'ils continuent à faire comme si tout allait bien, qu'on pouvait passer en force les projets les uns après les autres. Ce sont des pompiers pyromanes. Après, ils viennent nous expliquer que... ils ne sont pas pompiers, hein.
Ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est invraisemblable. Ils sont juste pyromanes. C'est invraisemblable. Mais si, parce que quelque part, ils passent leur temps à vouloir, avec des chèques, éteindre les feux, prendre des mesures, prendre de l'eau, etc. Mais ce sont les premiers à mettre le feu. Et je crois qu'à un moment donné, on est dans un tel état que, je veux dire, ils attendent, ils cherchent quoi? Ils cherchent à ce que ça pète, ça va péter à un moment ou à un autre. Et je suis fasciné. En plus, cette réforme des retraites, pardon. Mais maintenant, on voit bien qu'après toutes les concessions qui ont été faites, elle est en train d'être vidée de l'éventuelle substance économique qu'elle pouvait avoir en termes de bénéfices. Je trouve ça invraisemblable. Mais bon, on en est là. C'est la vie politique française. Hein. Oui. Alexandra Spinner. Moi, ce que je trouve inquiétant, effectivement, c'est que cette mobilisation ne faiblit pas. Ça, je crois que c'est incontestable. Les enquêtes d'opinion montrent quand même qu'une large majorité de Français est opposée à cette réforme. Voilà. Les Français sont hostiles majoritairement à cette réforme. Et le gouvernement ne peut pas ignorer le rejet que suscite cette réforme. Donc, non, mais il l'ignore pas, il veut s'en extraire. Elle a été voulue par le président. Voilà, nous la soutenons, nous, les Républicains. Mais en revanche, je pense qu'il est temps quand même que cette porte ouverte, elle donne lieu à des rencontres et puis à une vraie pédagogie. Oui, mais personne ne... pardon, je suis d'accord sur le principe. Mais la réalité, c'est que personne, même si le gouvernement cédait sur certains points, l'État de l'Assemblée et des partis politiques, ils ne veulent pas d'accord. Ils veulent être dans la rue. Moi, c'est ça qui me désespère. Mais même les syndicats, jamais on leur donnera quelque chose, ils voudront autre chose. Ils veulent le retrait de la réforme. Ils veulent le retrait de la réforme. Oui. Voilà. Alors, je pense aussi de cette réforme. Voilà. Et je pense aussi que cette réforme se télescope aussi avec une montée de l'inflation qui accroît les difficultés des Français les plus fragiles. Et évidemment, le sentiment de colère s'amplifie. Mais c'est-à-dire, et c'est ça qui est terrible parce que Emmanuel Macron nie le sentiment de colère. Lui, il parle d'une inquiétude, c'était au Salon de l'Agriculture. Vraie colère. Non, mais bien sûr que c'est une vraie... Mais il nie ce sentiment de colère, il préfère parler d'inquiétude, la politique de la peur, un peu toujours. Et puis, vous avez Aurore Berger qui explique que, oui, la majorité doit s'extraire de l'opinion publique. Donc, on doit faire comme si, finalement, il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas d'opinion publique, comme si tout ça, c'était rien. Et on voit bien, d'ailleurs, à combien de millions Emmanuel Macron va daigner, bouger et prendre la parole. Et je suis sûr qu'avant 8 millions, c'est tranquille. Hein. À propos d'Aurore Berger, j'ai trouvé aussi dommage qu'elle parte en pleurant à l'Assemblée nationale. Ça fait partie du spectacle. Je suis désolée. Mais c'est devenu n'importe quoi. Là, je crois qu'on peut... Là qu'elle se mette on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. C'était un autre sujet sur la violence faite aux femmes. Mais c'est ce lieu du débat qui est devenu le lieu du spectacle. Peut-être aussi du fait que c'est maintenant filmé systématiquement et que les députés savent qu'ils jouent aussi. Ça a toujours été filmé. Oui, mais c'était pas autant utilisé. On voit bien maintenant, c'est chaque extrait est coupé, chaque décuple. Dans les réseaux sociaux. Il y a vraiment un plan de carrière derrière ça sur la prise de parole dans l'hémicycle, que ce soit pour foutre le bordel ou dire quelque chose. Et du coup, la qualité des débats s'en ressent complètement. Et voilà, on va être d'accord pour dire que ça n'étonne plus personne qu'un ministre de la Justice fasse un... Mais comment vous voyez-vous l'évolution du mouvement? C'est-à-dire, est-ce que les syndicats vont rester mobilisés? Est-ce que les Français qui font grève et à qui ça coûte cher vont continuer à faire grève? Ils vont continuer avec le maximum d'intensité jusqu'au jour du vote final. Le vote aura sans doute lieu. Je ne vois pas comment aujourd'hui ils vont renoncer parce qu'ils chacun est monté dans ses tours. Et puis après, les choses vont se calmer naturellement. En revanche, ça va laisser des traces très profondes. Je pense que les prochaines concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux vont pas du tout se passer de la même manière. D'ailleurs, ça n'était pas des concertations, ça n'a pas été vécu comme des concertations par les partenaires sociaux. Ça a plutôt été vécu comme des réunions d'information. La prochaine fois, ça se passera pas bien. Et là, arriver à trouver un compromis, un accord avec les syndicats, même les réformistes, après ce qui s'est passé, ça va être très compliqué. Ça va laisser des traces extrêmement profondes. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on se demande ce qu'ils attendent pour que ça pète. Et j'ai l'impression qu'ils cherchent à le provoquer. Alors, Alexandra, je crains qu'on atteigne un point de non-retour. Alors moi, nous, on a toujours plaidé pour une réforme des retraites, donc évidemment, je soutiens cette réforme. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment que le président prenne la parole. Moi, je suis convaincue. Pour dire quoi? Pour expliquer, pour faire un vrai travail de pédagogie. Et surtout pour ne pas donner ce sentiment de mépris. Rungis, il l'a fait. Il passe son temps à essayer de dire. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il y a 3 ans, il disait que 62 ans et plus, ce serait cynique. Et ce serait pas juste. Et maintenant, il veut 64 ans pour tout le monde. Il y a quelque chose de... Quand on est capable de faire à ce point des volte-face intellectuelles... N'oublions pas qu'au premier quinquennat, il a quand même chargé Delvoye, qui pendant 2 ans, on les a regardés discuter sur les retraites. C'est quand même pas vrai, mais c'était pas du tout la même réforme, c'était la retraite à points. Elle était très bien.
rien. Mais Alors, oui, personne n'en voulait, mais c'est ça maintenant qui tout est le monde dingue. la veut. Alors, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le point de blocage, ça a été sur ce qui allait servir de référence sur le point d'indice. En disant, voilà, qu'est-ce qui va indexer le point. Et là, il y avait un gros débat, mais la CFDT est plutôt favorable. Laurent Berger le dit très bien. L'idée en elle-même était plutôt bonne. Cette réforme à point, elle était plutôt intéressante. Après, malheureusement, le Covid est passé par là. Mais ce qui est fou, c'est que les conclusions, et le président était arrivé pour dire 62 ans, c'est un bon âge, après, ce serait injuste et ce serait cynique. Maintenant, il pousse 64 ans. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme pour être capable de faire à ce point-là 180 degrés? Ça, je comprends pas. Et c'est pas le même temps, c'est de l'incohérence. Et les Français le ressentent comme ça. C'est-à-dire, on peut plus parler de ligne directrice. C'est comme le nucléaire. Je ferme Fessenheim et maintenant, j'ouvre des EPR. Enfin, c'est qu'à un moment, Emmanuel Macron n'est qu'une énorme incohérence. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on ne peut pas lui faire confiance. Sa parole n'a plus aucune valeur. Et c'est ça le vrai problème. Il est grillé. Et je vois pas comment il peut gouverner un pays en étant grillé. Non, ce que disait Frédéric Dabi, c'est qu'il fait partie des présidents les plus détestés. Il dit tout et son contraire. Ils sont tous très détestés. Puis alors, parce que Nicolas Sarkozy avait son socle, François Hollande aussi. C'est parce que les autres présidents étaient cohérents. Il avait des partisans. Là, il n'a pas de... Visiblement pas tellement. Il est assez seul. Il est incohérent. Comment tu veux que ça fonctionne? Alors, je parle des patrons, puis c'est la population que je connais, qui sont désespérés un peu comme nous. Mais les patrons, ils sont derrière en disant on a quiconque arrivera au pouvoir dans les images qu'on a sera catastrophique. Donc on se dit qui on met à la place. Allez. Vous reviendrez pour en parler. Le temps qui nous était imparti est fini. C'est moi la présidente. Allez, et pas de bras d'honneur. Et pas de bras d'honneur. Allez, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite.